Le Rwanda, par ses troupes, se trouve aujourd'hui à l'intérieur du Zaïre, dans la région de Goma, de Nord Kivu, à Massissi, comme dans la région du Sud Kivu, à Uvira. Nous ne pouvons accepter cette situation. Le Rwanda doit se retirer du Zaïre et le Zaïre fera valoir ses droits par tous les moyens dont il dispose. Dans la vie de mes médecins, j'ai décidé d'interrompre mon séjour en France et de revenir poursuivre ma convalescence dans mon pays. Mais voilà que les ennemis de notre peuple choisissent le moment où je suis terrassé par la maladie pour me poigner dans le dos. Jamais de la vie, il n'y aura jamais de cessez-le-feu. C'est soit vous l'obtenez comme conséquence de votre démission du pouvoir, ou il faut oublier. Si nous sommes allés négocier là-bas, c'est parce qu'on voulait injecter le moboutistes dans le corps d'autorité de transition, ce que nous avons dit, absolument non. 7 ans de transition. Pourquoi encore une année de plus? C'est pas possible. J'y vais pour ça, pour expliquer cela à ceux qui veulent aider que le Mobutu soit dans la transition, comme si tout le peuple a été dans la transition. Mais ce que je sais, qu'il est fini. Pas de pouvoir, il n'en aura plus. Il est assiégé maintenant, à l'heure où nous parlons, par son armée, qui se dit maintenant l'armée d'Alliance, l'armée des Kabila, beaucoup d'officiers, les 3/4 des généraux. Lorsque je parlais avec lui, il me téléphonait. Sur mon téléphone ici, sur le bateau. Ces généraux. Il est perdu, l'homme. Moi, à ta place, j'enlèverai tout ça. Nous voulons la protection près de vous. Nous allons vous enlever pas. En 1992, le Zaïre entre dans une zone de turbulence. Le vent de changement qui souffle depuis la chute du bloc socialiste, conjugué à la misère d'un peuple épuisé par 4 années de crise économique, pousse le maréchal Mobutu à céder à la pression. Ses alliés occidentaux, qui jusque-là avaient soutenu son régime, commencent à se détourner de lui. Le 24 avril 1990, dans un discours resté célèbre, Mobutu annonce une série de mesures spectaculaires. La suppression de la constitution en vigueur, le renvoi du gouvernement de Kengo Wadondo, la réhabilitation du multipartisme, la libération des prisonniers politiques et surtout, la promesse d'une conférence nationale souveraine, réclamée depuis de longs mois par l'opposition et la société civile. Officiellement, c'est la fin du mouvement populaire de la Révolution comme parti unique et la naissance de la Troisième République. Dans l'ombre pourtant, Mobutu reste maître du jeu. Craignant pour sa sécurité, il songe un temps à l'exil avant de reprendre confiance. Selon l'ancien conseiller Emmanuel Dongia, 2 facteurs internes expliquent ce revirement. D'abord, l'incapacité des leaders de l'opposition à s'unir autour d'une stratégie claire pour écarter le dictateur. Ensuite, l'émergence d'Honoré Ngwanda, surnommé Terminator, fidèle de Mobutu, réputé pour ses méthodes brutales. Dongia ira jusqu'à écrire: autant Séti avait joué un rôle crucial dans la destruction du tissu économique du Zaïre, autant Ngwanda façonna l'image hideuse de la dictature de Mobutu et facilita le retour de l'autoritarisme durant la seconde phase de son règne. La conférence nationale souveraine s'ouvre enfin. Elle dote le pays d'une nouvelle constitution, ambitieuse et symbolique. Rupture avec l'État privatisé, reconnaissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, condamnation des coups d'État militaires et affirmation du droit du peuple à résister à tout pouvoir usurpateur. Le texte va jusqu'à qualifier l'instauration d'un parti unique de crime de haute trahison. Le 15 août 1992, pour la première fois en 30 ans, un Premier ministre est élu. Étienne Tshisekedi, figure de l'opposition, l'emporte largement avec 60 et 11% des suffrages, contre 27% pour Thomas Kanza. Un gouvernement et un parlement de transition sont mis en place. Mais la cohabitation avec Mobutu s'avère impossible. Les tensions dégénèrent rapidement en une lutte ouverte entre le président et son premier ministre. En mars 1993, Mobutu passe à l'offensive. Il dissout de facto les institutions issues de la conférence nationale et met en place son propre gouvernement, son propre parlement et même sa propre constitution. Il nomme Faustin Birindwa Premier ministre. Tshisekedi lui refuse de céder,
affirmant qu'il tient sa légitimité non du président, mais de la conférence nationale. Le pays sombre alors dans une dualité institutionnelle, reflet de la crise profonde qui paralyse l'État zaïrois. Le Zaïre vit alors une situation inédite. 2 gouvernements coexistent. D'un côté, les institutions issues de la conférence nationale souveraine, de l'autre, celles mises en place par Mobutu, qui reste le véritable maître du pouvoir. Il en est encore à un énième coup d'État, c'est-à-dire s'imposer contre la volonté du peuple parce qu'il compte sur la force brutale des militaires. Cessons de rigoler. Nous n'avons pas de gouvernement. Je vous dis que Tshisekedi est un citoyen comme n'importe quel autre citoyen. Il doit se soumettre aux lois du Zaïre. J'ai reçu en bonne et due forme une lettre d'invitation signée par le président Mitterrand lui-même. Eh bien, puisque l'invitation est là, j'espère que j'aurai mon visa d'entrée en France pour participer à ce sommet. On a tout fait pour m'éliminer de la scène internationale. Comme vous le dites si bien, lorsqu'on a sur le dos les États-Unis, votre pays, la France, et bien entendu la Belgique, et ça n'est pas du tout facile. Bon, ils se sont arrogés le droit de s'occuper de mon pays, de moi-même, et j'ajoute tout de suite, sans mandat. Ce qui distingue Jacques Foccart des autres amis, eh bien, il vous parle en ami, et peut-être, je ne sais pas, parce qu'il connaît mon caractère, jamais, lorsqu'il vous parle, vous sentez qu'il s'ingère dans les problèmes du Zaïre, tout ça, rien. Il vous dit, eh bien, président, ceci est mal vu à l'extérieur, eh bien, si vous continuez dans cette voie-là, ça ne va pas. Ça, il vous parle en ami. En février 1993, la Troïka occidentale, Washington, Bruxelles et Paris, presse Mobutu de transférer l'essentiel de ses prérogatives à Étienne Tshisekedi, désigné Premier ministre par la conférence nationale. Le maréchal refuse catégoriquement. Les tensions inquiètent la communauté internationale, qui redoute un scénario chaotique rappelant les débuts sanglants de l'indépendance. L'OUA et l'ONU dépêchent alors des médiateurs à Kinshasa pour tenter d'obtenir un compromis. À l'intérieur du Haut Conseil de la République, Parlement de transition, HCRPT, censé servir de cadre à la transition, les partisans de Mobutu conservent une influence déterminante. À Paris, Jacques Foccart et son conseiller Bruno Delaï convainquent le président François Mitterrand qu'il est préférable de réhabiliter Mobutu afin de préserver la stabilité régionale. En octobre 1993, le maréchal est invité au sommet de la francophonie à l'île Maurice, où il s'entretient directement avec Mitterrand. Ces tractations aboutissent, le 11 janvier 1994, à la signature d'un protocole d'accord relatif aux concertations politiques, suivi d'un arrangement particulier sur le partage du pouvoir. De ces textes naît une nouvelle charte de la transition, l'acte constitutionnel du 9 avril 1994. Le HCRPT est élargi aux anciens commissaires du peuple et aux représentants de la négociation, consolidant la mainmise des pro-Mobutu. La nomination d'un Premier ministre issu de l'opposition est au cœur des débats. Mais au lieu de reconduire Tshisekedi, figure emblématique de la conférence nationale, les parlementaires élisent Léon Kengo Wadondo en juillet 1994, sous l'influence directe des chancelleries occidentales. Présenté comme l'homme de la rigueur, Kengo bénéficie d'un fort soutien de Paris et de Bruxelles. Étienne Tshisekedi proteste, mais en vain. Cette fois, ce n'est pas Mobutu qui choisit son Premier ministre, c'est l'Occident qui impose Kengo en échange d'un compromis. Le maréchal accepte de se tenir à l'écart de la gestion économique en échange de garanties sur ses biens, sa famille et le versement d'une confortable liste civile de 5 millions de dollars par mois. Ce pacte signe le retour en grâce officiel de Mobutu. En novembre 1994, il est invité en grande pompe au sommet franco-africain de Biarritz. Le dictateur, que beaucoup croyaient condamné par l'histoire, savoure alors ses retrouvailles avec Paris. Vous avez tout de même dû accepter un compromis sur certains points importants. Par exemple, madame. Sur le partage des pouvoirs. Aujourd'hui, vous passez la main au Premier ministre pour les affaires économiques, par exemple. Pourquoi? Eh bien, prenez la gestion. Moi, je garde la défense nationale, la sécurité nationale, la diplomatie. En plus du commandement des forces armées. Et c'est beaucoup.
À partir de 1994, une question s'impose. Qui dirige réellement le Zaïre ? La nomination de Léon Kengo Wadondo comme Premier ministre marque le retour d'un homme expérimenté, présenté comme l'homme de la rigueur. Dernier Nbandi, après Mobutu, à se hisser au sommet du pouvoir exécutif, il devient l'un des acteurs majeurs de la transition. Mais son arrivée ouvre une lutte ouverte pour le contrôle de l'État. Dans son ouvrage, José Nimi, ancien conseiller spécial de Mobutu, se souvient. Jusqu'à mon départ, en septembre 1992, c'est Likulia et Mobutu qui, au niveau de la présidence de la République, étaient le centre de gravité de la transition et la conduisaient pour l'essentiel. Progressivement, on vit les généraux Kapama Baramoto, Eluki et Nzimbi entrer dans le jeu. Ces généraux forment bientôt un noyau dur, surnommé le Quarteron. Le général Eluki prend le commandement de l'armée, tandis que Kapama Baramoto dirige la garde civile. Le général Nzimbi, cousin par alliance de Mobutu, commande la division spéciale présidentielle et le général Mavoa occupe le ministère de la Défense nationale. Ensemble, ils s'attirent la confiance du maréchal et s'emparent du contrôle de toutes les forces armées zaïroises, ainsi que des services de renseignement civils et militaires. Mais plutôt que de restaurer une armée déjà fragilisée par les pillages de 1991 et 1993, ces hommes utilisent leur position pour se lancer dans la politique et les affaires. La cour de Mobutu devient alors le théâtre d'intérêts contradictoires, chaque clan cherchant à peser sur le Parlement, le gouvernement et même l'appareil judiciaire. Honoré Ngwanda, autre témoin clé de cette période, en tire une conclusion sévère. Mobutu avait déjà perdu l'effectivité du pouvoir durant les dernières années de la transition. Le pouvoir réel était entre les mains de deux groupes antagonistes, le pouvoir militaire et les services secrets détenus par les généraux Mavoa, Eluki, Kapama Baramoto et Nzimbi, et le pouvoir politique et financier concentré entre les mains du puissant Premier ministre Kengo, qui, grâce à son état-major politique bien structuré, contrôlait avec une main de fer tous les circuits économiques et financiers du pays. Ainsi, dans les dernières années du Zaïre, Mobutu n'est plus le seul maître à bord. Entre un Premier ministre tout-puissant sur l'économie et un quarteron de généraux contrôlant l'armée, le pays glisse vers un éclatement du pouvoir. On m'a pas dit dans le dos. Je n'ai pas apprécié, mais bref, les choses sont claires. L'agression est là. Les réfugiés sont source de beaucoup de problèmes. En 1993 et 1994, l'Est du Zaïre devient le théâtre de profonds bouleversements. Des centaines de milliers de réfugiés affluent, burundais, mais surtout rwandais, fuyant les guerres civiles dans leur pays. Au sud Kivu, des camps de fortune s'installent le long de la rivière Ruzizi. Ils abritent non seulement des civils, mais aussi des soldats de l'ancien régime rwandais et des miliciens Interahamwe, responsables du génocide. Cette tragédie est l'aboutissement d'une longue histoire. Depuis la colonisation, la société rwandaise est marquée par une fracture entre Hutus et Tutsis. Minoritaires, les Tutsis ont été favorisés par l'administration coloniale belge, accédant à l'éducation et aux responsabilités politiques. Les Hutus, majoritaires, sont restés cantonnés au travail agricole. La révolte de 1959 entraîne massacres et exodes, contraignant de nombreux Tutsis à se réfugier dans les pays voisins. Au Zaïre, ces exilés, appelés Banyarwanda, s'installent durablement. Dans les années 1960, leur présence est déjà remarquée. Ernesto Che Guevara, venu soutenir la rébellion de Laurent Kabila au maquis de Fizi, écrit dans son journal « On entendait souvent parler des ennuis d'un soldat rwandais, qui manquait du nombre de vaches requis par le père de la femme de ses rêves. » Dans les années 1980, ces exilés prennent part à d'autres luttes régionales. En Ouganda, ils rejoignent la rébellion de Yoweri Museveni. Lorsque ce dernier prend le pouvoir en 1986, plusieurs réfugiés rwandais accèdent à des postes clés. Fred Rwigema devient commandant en chef adjoint et Paul Kagame est nommé directeur du renseignement militaire. Mais très vite, Museveni se lasse de ses alliés rwandais. Kigali refuse catégoriquement le retour des exilés, arguant que le Rwanda est trop petit pour les accueillir. En 1987, les réfugiés forment alors le Front patriotique rwandais, FPR, dont l'objectif est de renverser Habyarimana. Le 1er octobre 1992, le FPR attaque le Rwanda depuis l'Ouganda. Pris de court, Habyarimana fait appel à son vieil allié, Mobutu. Celui-ci envoie une unité d'intervention commandée par le général Maele. Les militaires zaïrois, aux côtés des forces armées rwandaises, repoussent les rebelles de Kagame jusqu'en Ouganda. Mais le 6 avril 1994, tout bascule. L'avion du président Habyarimana est abattu au-dessus de Kigali, déclenchant le génocide le plus meurtrier de la fin du XXe siècle. En quelques semaines, près d'1 million de Tutsis et de Hutus modérés sont massacrés. Le FPR de Kagame prend le pouvoir à Kigali, tandis que plus de 2 millions de Hutus, civils, soldats et miliciens, fuient vers le Zaïre. Mobutu accueille ces réfugiés et va jusqu'à organiser les funérailles d'Habyarimana à Gbadolit.
Ces aéroports servent de base logistique pour l'opération française Turquoise. En quelques jours, Goma et Bukavu voient l'installation de gigantesques camps, regroupant près d'1,5 million de personnes. Mais parmi elles se trouvent aussi les ex-FARC et les milices Interahamwe, arrivées avec armes et munitions. Pour Paul Kagame, au pouvoir à Kigali, cette situation est intenable. Les camps de réfugiés deviennent des bases arrières pour les forces hostiles au Rwanda. La guerre du Rwanda venait de se transférer au Zaïre. Dès lors, Kigali et ses alliés régionaux, dont l'Ouganda, conçoivent un plan d'intervention. Officiellement, il s'agit de démanteler les camps et de neutraliser les miliciens génocidaires. En réalité, il s'agit aussi d'affaiblir Mobutu. L'organisation par Mobutu des funérailles d'Abiyarimana à Gbadolit est perçue comme un défi par le nouveau régime rwandais. À l'est du Zaïre, la fracture devient béante. D'un côté, les Hutus, encadrés par les ex-FAR et les Interahamwe, de l'autre, les Tutsis congolais, accusés d'être des relais de Kigali. Le maréchal Mobutu, affaibli par la maladie et éloigné du terrain, ne mesure pas l'ampleur du danger. Nous avons des preuves matérielles de présence des troupes rwandaises sur notre territoire, de la manière dont les troupes rwandaises entraînent certains de nos concitoyens, des Banyamulenge, qu'ils considèrent comme étant les leurs, et avec eux, ils veulent déstabiliser le Zaïre. Si les Banyamulenge ont des problèmes avec les autochtones qui ne les considèrent pas comme des Zaïrois, c'est un problème zaïro-zaïrois, c'est un problème de nationalité, c'est un problème qui doit être réglé par le gouvernement du Zaïre et non pas par le gouvernement du Rwanda. La guerre qui éclate en 1996 ne se limite pas à l'éloignement des ex-FAR et des milices Interahamwe réfugiées au Zaïre. Très vite, elle révèle des ambitions bien plus larges. Derrière l'opération dite de sécurisation, le Rwanda et l'Ouganda poursuivaient 3 objectifs majeurs. Occuper durablement les territoires stratégiques du Nord Kivu, notamment le Masisi et le Rutshuru, chasser Mobutu du pouvoir et résoudre la question de la nationalité des Banyarwanda. Comme l'avait fait Yoweri Museveni quelques années plus tôt, en orientant ses combattants Tutsis vers la guerre du Rwanda. Kigali et Kampala cherchaient à se libérer de leurs propres combattants encombrants en les aiguillant vers une nouvelle guerre de conquête au Zaïre. Le 28 octobre 1996, le président rwandais Pasteur Bizimungu lui-même révèle publiquement cette vision expansionniste. Devant la presse, il brandit une carte du Grand Rwanda, précolonial, affirmant que des portions de l'Est congolais et du sud-ouest de l'Ouganda avaient jadis appartenu au royaume Nyiginya. Il ajoute « À l'arrivée des Blancs au Rwanda, le Rwanda avait à peu près 600 ans d'existence en tant que pays. Il s'étendait des lacs Rweru et Tiohoa, franchissant la chaîne des volcans, jusqu'au lac Rwikanzige, lac Édouard. Même la région jadis appelée Bishugi, berceau des Banyamulenge, faisait partie du Rwanda. Ces Banyamulenge dont vous entendez parler sont nos congénères avec qui nous partagions le Rwanda. » Derrière ce discours, un plan rwando-ougandais est bel et bien élaboré, avec le soutien discret des États-Unis. Dans la logique géopolitique de l'administration Clinton, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi deviennent des alliés stratégiques, perçus comme un cordon sanitaire contre l'intégrisme musulman qui inquiétait alors Washington. Pour masquer cette intervention étrangère, Kigali et Kampala fédèrent plusieurs groupes congolais mécontents sous une bannière commune, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. Les partis rassemblés sont le Parti de la Révolution populaire, PRP, de Laurent-Désiré Kabila, le Conseil national de résistance pour la démocratie, CNRD, d'André Kissassé Ngandou, le Mouvement révolutionnaire pour la libération du Zaïre, MRLZ, d'Anselme Masasu Nindaga et l'Alliance démocratique des peuples, ADP, de Deogracias Bougera. Le 18 octobre 1996, un protocole d'accord pose déjà les fondations idéologiques et stratégiques de l'Alliance. Laurent-Désiré Kabila est désigné porte-parole, spokesman de l'AFDL. André Kissassé Ngandou en est le premier commandant militaire de l'Alliance, une position qui lui aurait permis de s'ériger en président de l'AFDL. Le 23 octobre 1996, les différentes factions rebelles scellent officiellement la création de l'AFDL, en signant les accords de Lemera. Cet accord formalise l'union des divers groupes armés et définit les engagements du mouvement dans sa lutte contre le régime de Mobutu. Dès son premier article, le texte affirme que l'AFDL est une entité politique et militaire unifiée, dotée d'une autorité exclusive sur les territoires conquis. En parallèle, il établit que le contrôle du sol et du sous-sol congolais revient à l'Alliance, consolidant ainsi les intérêts économiques de la coalition.
Toutefois, l'accord ne se limite pas à la gestion des ressources naturelles. Il consacre également un volet géopolitique en stipulant que 300 km aux frontières congolaises seront cédés pour garantir la sécurité de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. En échange, les alliés régionaux s'engagent à fournir un soutien logistique et militaire décisif. En cas de victoire, le texte prévoit aussi une rétribution spéciale destinée aux États et groupes ayant contribué à la chute de Mobutu. Sur le plan national, l'accord acte une rupture avec l'ancien régime. Il stipule ainsi que les politiciens ayant collaboré avec Mobutu seront exclus de toute fonction publique, ouvrant la voie à une nouvelle élite politique sous l'égide de l'AFDL. Par ailleurs, la question identitaire occupe une place centrale dans le texte. L'AFDL reconnaît la nationalité congolaise aux Banyamulenge et Banyarwanda installés avant 1960, répondant ainsi aux revendications de ces communautés. Enfin, l'accord opère une évolution linguistique en instituant le swahili et l'anglais comme langues officielles aux côtés du français. L'AFDL, composée essentiellement des soldats rwandais, était prêt à envahir le Zaïre, il manquait juste un prétexte. L'installation massive des réfugiés Hutus au Zaïre, à la suite de la victoire du FPR en 1994, bouleverse l'équilibre fragile des Kivu. En quelques mois, près d'1,1 million de personnes s'entassent dans des camps autour de Goma et Bukavu, où se mêlent civils, ex-forces armées rwandaises et miliciens Interahamwe armés. Cette présence transforme l'est du Congo en arrière-base potentielle de la guerre rwandaise, tout en attisant les tensions avec les communautés locales. Dès lors, les Banyarwanda du Zaïre, longtemps perçus comme un seul groupe, se fracturent. Les Tutsis, rentrés massivement au Rwanda après la victoire du FPR, ne sont plus associés aux Hutus réfugiés, désormais accusés d'abriter des génocidaires. Les Banyamulenge du Sud Kivu, quant à eux, refusent le rapatriement. Installés depuis des décennies sur les hauts plateaux, ils entendent y demeurer, quitte à prendre les armes. Beaucoup avaient déjà combattu aux côtés du FPR et bénéficièrent désormais du soutien logistique de Kigali et, dans une moindre mesure, de Bujumbura. En septembre 1995, le ministre Jean Anzuluni Bambe, en tournée au Sud Kivu, appelle publiquement au rapatriement de tous les réfugiés rwandais et burundais, assimilant dans le même mouvement les Banyarwanda installés au Congo. Cette assimilation alimente la confusion. Aux yeux d'une partie de l'opinion congolaise, les Banyamulenge deviennent des étrangers, et donc des indésirables. Face à cette crispation, le gouvernement de Léon Kengo Wadondo tente de dissocier les deux dossiers. D'un côté, les réfugiés Hutus du génocide et de l'autre, la nationalité des Banyarwanda. Une décision est même prise le 31 décembre 1995. Tous les réfugiés devaient être renvoyés au Rwanda. Mais la communauté internationale, l'ONU, l'OUA et plusieurs chancelleries occidentales s'y opposent, malgré 2 résolutions adoptées en ce sens. Dans un témoignage télévisé, Léon Kengo révèle qu'il dut céder à la pression de Mobutu lui-même. « J'avais décidé de rapatrier les réfugiés rwandais. Le maréchal m'a ordonné de changer ma décision. » Entre-temps, la situation se détériore. Les violences contre les Banyarwanda se multiplient. Le 25 janvier 1996, un raid mené par des miliciens Maï-Maï à Biboué entraîne l'assassinat d'au moins 10 Banyarwanda. Beaucoup d'autres sont pourchassés, leur village incendié. Face à cette recrudescence, des centaines de familles Tutsis fuient le Zaïre pour se réfugier au Rwanda. À leur arrivée, le gouvernement de Kigali les installe dans des camps à Gisenyi et rappelle publiquement leur appartenance à la nationalité zaïroise, un geste lourd de sens qui justifie implicitement le droit du Rwanda à intervenir pour les protéger. Dans ce climat de tension croissante, le Premier ministre Léon Kengo Wadondo, en visite à Kigali, adopta une position ambiguë sur la question des réfugiés rwandophones. Il reconnut la difficulté de leur réintégration dans la société zaïroise, mais remit en cause la validité de leurs revendications à la nationalité. Même si le gouvernement leur reconnaissait officiellement la nationalité zaïroise, expliqua-t-il, l'hostilité des populations autochtones compliquerait leur réintégration. Ces déclarations marquèrent une fracture. Dès septembre 1996, la situation dégénéra rapidement. À Uvira, des violences éclatèrent contre les Tutsis et s'étendirent en quelques semaines à Bukavu et Goma. Dans le sud Kivu, les Banyamulenge, eux-mêmes menacés, prirent les armes et menèrent des attaques ciblées contre les camps de réfugiés Hutus installés dans la région. Les menaces se firent de plus en plus explicites. Le vice-gouverneur du Sud Kivu multiplia les avertissements à la radio officielle, appelant les Banyamulenge à quitter le pays. Plus grave encore, le commissaire de la zone d'Uvira lança un véritable appel à la violence. Lors d'un discours prononcé dans un temple protestant, « Quand vous rencontrez un serpent sur la route, que faites-vous? Vous le tuez, n'est-ce pas? Alors, qu'attendez-vous? Ne voyez-vous pas des serpents parmi nous ?» Sous prétexte de protéger les Banyarwanda, le 18 octobre 1996, les troupes de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDL, déclenchèrent un assaut depuis les montagnes d'Uvira, attaquant les camps de réfugiés.
Cet épisode marqua le début officiel de la première guerre du Congo. Pour la première fois depuis 3 décennies de clandestinité, Laurent-Désiré Kabila sortit de l'ombre. À Uvira, dans un meeting, il annonça clairement son objectif, renverser le régime de Mobutu. Alors qu'Uvira tombait aux mains de l'AFDL, les fidèles du Parti de la Révolution populaire, PRP, peinaient à convaincre la population que l'heure de la libération avait sonné. De nombreux témoignages concordent. Pour la majorité des habitants, l'avancée de ces rebelles était perçue avec méfiance et inquiétude. Certes, on se réjouissait de la fuite d'une armée zaïroise qualifiée de pillard, mais les questions restaient nombreuses. Qui étaient réellement ces combattants ? Quels étaient leurs objectifs ? Beaucoup les considéraient comme des étrangers venus du Rwanda et craignaient la sauce à laquelle ils allaient être mangés. Le 30 octobre 1996, l'AFDL s'empara de Bukavu, après avoir pris Nyangezi 4 jours plus tôt. L'entrée des rebelles dans la ville fut marquée par des pillages et des violences. L'une des victimes les plus marquantes fut l'archevêque catholique de Bukavu, Monseigneur Christophe Munziirwa, assassiné le 29 octobre. Un témoin rapporte « Actuellement, on assiste à 2 types de pillages. Le pillage de voisinage, mené par des Zaïrois, et le pillage par les nouveaux arrivés. Celui-ci se divise encore en 2. Le pillage autour des maisons occupées par les soldats et le pillage ciblé sur les véhicules et les motos. Des témoignages font état d'un trafic de véhicules en direction du Rwanda. Le 1er novembre, Goma tomba à son tour, mais dans des conditions bien plus dramatiques. La prise de la ville fut précédée par le bombardement intensif du camp de Mugunga, alors décrit comme le plus grand camp de réfugiés du monde. Les combats entraînèrent le massacre de milliers de réfugiés Hutus. Ce fut l'un des épisodes les plus sanglants de cette guerre naissante. Un prêtre français, présent dans la ville au moment des événements, rapporte « Ceux qui s'emparèrent de Goma n'étaient pas des Banyarwanda Banyamulenge, comme la presse étrangère l'avait affirmé, mais bien des éléments de l'armée régulière rwandaise, ce que Paul Kagame, à l'époque vice-président, reconnaîtra d'ailleurs plus tard. Les forces militaires de l'Alliance utilisent le travail des organismes d'aide pour attirer les réfugiés, les faire sortir de la forêt et les interceptent avant qu'ils n'arrivent au poste de secours et s'en débarrassent dans des conditions effroyables. Dès leur entrée dans Goma, le vendredi 1er novembre 1996, les soldats se sont mis à la recherche des soldats zaïrois et des réfugiés Hutus. Tout réfugié trouvé devait être abattu. Tout réfugié était appelé Interahamwe. La dialectique des rebelles consiste à dire que les réfugiés qui ne sont pas rentrés au Rwanda sont tous des génocidaires. Des charniers très nombreux témoignent de la volonté systématique d'en finir avec les réfugiés. Dès les premières semaines du conflit, les observateurs notent une arrivée massive de populations Tutsi, venues du Rwanda et de l'Ouganda, renforçant l'idée, ancienne mais persistante, d'un projet de constitution d'un Tutsiland au Kivu, notamment dans les territoires de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru. Cette inquiétude est confirmée par une lettre adressée le 15 mars 1997 à Laurent-Désiré Kabila par l'antenne locale de l'Azado à Goma. Notre bureau régional du Nord Kivu à Goma est envahi chaque jour par des paysans du Bouicha, dans la zone de Rutshuru, qui signalent que depuis le 18 février, ils sont régulièrement priés par les nouvelles autorités d'abandonner leurs champs au profit des éleveurs Tutsi qui arrivent par dizaines du Rwanda et de l'Ouganda avec leurs troupeaux. Tous les paysans qui témoignent signalent que ces éleveurs sont armés, bénéficient apparemment du soutien de la FDL et qu'aucune résistance de la part des paysans n'est dès lors possible. Des informations similaires ont été signalées concernant le site de Mouja, à 15 km de Goma, où plusieurs familles de Goma qui y cultivèrent des champs en auraient récemment été expropriées. Nous sommes très préoccupés par toutes ces informations qui préparent inéluctablement les populations du Nord Kivu à une autre guerre interethnique. Dans les zones conquises, l'AFDL met rapidement en place une administration sous contrôle rwandais. Le tout sous la supervision directe du chef des opérations militaires rwandaises, James Kabarebe. L'armée rebelle, dominée par Kigali, enrôle de force des adolescents, les fameux Kadogo, reconnaissables à leurs bottes noires en caoutchouc de type Wellington. Soumis à un entraînement militaire et idéologique, ces enfants soldats devinrent la piétaille d'une guerre dont ils ne comprenaient pas toujours les enjeux. Mais au sein même de la FDL, des tensions apparaissent. André Kisase Ngandu, l'un des fondateurs du mouvement, s'oppose de plus en plus ouvertement à la mainmise rwandaise. Il dénonce les comportements prédateurs des Banyarwanda et leurs ambitions de contrôler le pouvoir au Zaïre. Le 4 janvier 1997, il est éliminé à Rutshuru dans des circonstances troubles. Sa disparition consacre l'ascension de Laurent-Désiré Kabila, désormais figure incontestée de la rébellion. C'est lui qui prend désormais la parole et fixe la ligne politique. Dans un discours, il proclame son intention de jeter Mobutu dans la poubelle de l'histoire et exige son départ immédiat du pouvoir. Mais derrière cette image nouvelle de chef de guerre se pose une question. Qui est réellement Laurent Kabila, cet homme qui émerge soudain comme l'alternative à Mobutu après 30 ans d'ombre et de clandestinité ?
Laurent Désiré Kabila naît le 27 novembre 1939 à Jadotville, l'actuelle Likazi, au Katanga. Issu de la tribu Lunda par son père, Désiré Kabila Taratibou, et sa mère Janine Mafik, le jeune Laurent se distingue très tôt comme un esprit vif, amateur de sport, de musique. Il joue de la guitare et compose même des chansons, mais surtout passionné de débats intellectuels. Au moment de l'indépendance, en 1960, Kabila choisit de militer au sein du parti Balubakat de Jason Sendwe, allié du mouvement national congolais de Lumumba, contre la Konakat de Moïse Tshombe. Il combat alors la sécession katangaise et s'illustre lors de la bataille de Kabalo. C'est à cette époque qu'il reçoit le surnom de Général d'Ankoro. En mars 1961, sa trajectoire prend une nouvelle dimension lorsqu'il rencontre à Kisangani Antoine Gizenga, chef du gouvernement lumumbiste. Gizenga lui octroie une bourse d'études. Kabila découvre alors de près le socialisme et les réseaux révolutionnaires qui influenceront toute sa carrière. De retour au Congo, il occupe rapidement des responsabilités dans le gouvernement démocratique du Nord Katanga, d'abord comme directeur provincial, puis comme chef de cabinet au ministère de l'Information et des Télécommunications. Il anime des chroniques radiophoniques, collabore à un journal local, le Petit Figaro du Nord Katanga, et fonde bientôt sa propre publication, L'Étincelle. Mais le climat politique du pays se dégrade. En janvier 1963, l'intervention des casques bleus met fin à la sécession katangaise. Quelques mois plus tard, la dissolution du Parlement par le président Kasavubu plonge le Congo dans une crise profonde. Kabila, comme d'autres lumumbistes, prend le chemin de l'exil au Congo-Brazzaville, devenu un refuge pour les mouvements révolutionnaires africains. C'est dans ce contexte qu'est créé, le 3 octobre 1963, le Conseil national de libération, CNL, sous l'impulsion de Christophe Gouenier et Gaston Soumyalo. Kabila est envoyé à l'est du Congo pour organiser un soulèvement. Aux côtés de Soumyalo et avec le soutien de réfugiés Banyarwanda, il déclenche en 1964 la célèbre rébellion Simba. En quelques mois, celle-ci s'étend à la moitié du pays. Le 27 juillet 1964, un gouvernement provisoire du CNL-Est s'installe à Albertville, aujourd'hui Calémie. Kabila, alors âgé de seulement 26 ans, y occupe le poste de vice-président, chargé des relations extérieures et du commerce. Quelques jours plus tard, les rebelles s'emparent de Kisangani et proclament la République populaire du Congo. Kabila devient commandant suprême du front Est, couvrant les régions stratégiques du Kivu et du Katanga. Au cours de ces années, il multiplie les voyages de formation et les contacts internationaux. Tanzanie, Angola, Égypte, Tchécoslovaquie, Union soviétique, Chine. Partout, il se nourrit des expériences révolutionnaires et tisse des réseaux. En France et à Tachkent, dans l'URSS d'alors, il approfondit la philosophie et les théories marxistes. Mais la rébellion Simba est brutalement écrasée à la fin de 1964. Avec l'appui de mercenaires étrangers, les forces de Moïse Tshombe, soutenues par la Belgique et les États-Unis, reprennent les territoires insurgés. Les principaux chefs rebelles s'exilent. Kabila, lui, refuse de renoncer. Il choisit de s'installer durablement dans la région du Sud Kivu, convaincu que la lutte armée reste la seule voie pour libérer le Congo. Mais ce n'est pas l'avis de M. Laurent Kabila, le vice-président du Comité de libération nationale. M. Kabila affirme, lui, qu'il a constaté des bombardements par avions étrangers. Au moment où je vous parle, je venais de Baudouinville, avant que j'arrive ici à Bujumbura, j'ai été me rendre compte moi-même des bombardements de ces avions dans les territoires de Kabalo et de Baudouinville. On a vu de maisons brûlées à Baudouinville, on a rapporté que ce sont nos troupes qui ont brûlé de maisons de villageois. Nous n'avons absolument pas intérêt à brûler ces maisons parce que nous, notre tâche consiste à rassembler les villageois, à ramener la paix, à chasser l'armée pillarde qu'on appelle l'armée nationale congolaise. Qu'est-ce qui vous permet de préciser, M. Kabila, qu'il s'agissait effectivement d'avions américains? Parce que nous avons vu les inscriptions et de soldats de l'armée nationale congolaise que nous avons capturés nous ont affirmé qu'ils sont aidés par les avions américains. En 1965, à Dar es Salaam, il rencontre une figure qui marquera son imaginaire, Ernesto Che Guevara. Le révolutionnaire argentin vient soutenir son maquis de Fizi. Mais l'expérience tourne court. Les réalités congolaises et les divergences stratégiques conduisent Che à quitter le pays en novembre 1965. Kabila poursuit néanmoins son combat. À travers la Tanzanie, il bénéficie d'un soutien croissant de la Chine. En 1967, après un séjour de formation à Pékin, il rompt avec le Conseil national de libération et fonde son propre parti, le Parti de la Révolution du Peuple, le PRP. Sa ligne est claire, une idéologie marxiste-léniniste, privilégiant la lutte armée pour, selon ses mots, libérer le Congo du régime meurtrier et despotique installé par les États-Unis et dirigé par leur marionnette Mobutu. Son maquis s'organise dans les montagnes de Ewabora, au cœur du territoire de Fizi.
Inspiré par les expériences révolutionnaires observées en Chine, Kabila met en place une formation idéologique stricte. Les combattants doivent assimiler la critique des erreurs passées, résumée sous le nom de Makosa Saba, les 7 erreurs, qui avaient conduit à l'échec des rébellions congolaises de 1964. À ses côtés, une femme joue un rôle décisif, Sifa Mahania. Cadre du PRP et responsable de la formation politique, elle assure notamment l'éducation des militantes. Elle deviendra aussi l'épouse de Kabila et la mère de ses jumeaux, Joseph Kabangé et Jane Kyungu, nés en 1971. Militairement, le PRP s'appuie sur une branche armée, les Forces armées populaires. Politiquement, Kabila veut transformer les campagnes. Il fonde des cités agricoles inspirées de l'autarcie socialiste, prônée par Julius Nyerere en Tanzanie. Son objectif affiché, libérer les paysans congolais de la misère et de l'exploitation, et leur montrer que la révolution repose sur leurs propres efforts. Pourtant, de 1967 à 1996, malgré près de 3 décennies de guérilla, le maquis de Kabila ne parvient jamais à ébranler réellement le régime de Mobutu. Quelques actions spectaculaires marquent son parcours, comme la prise d'otage de 1975 ou la deuxième guerre de Moba, 1985. Mais en 1986, son maquis de Ewabora est dispersé. Après la dispersion de son maquis dans les montagnes du Sud Kivu, Laurent-Désiré Kabila entre dans une longue période de clandestinité, marquée par les ambiguïtés de la survie révolutionnaire. L'historien Eric Kennes souligne qu'après la chute du quartier général de Wimbi et la défaite des mouvements armés, le parti de la Révolution populaire semble confondre la fin et les moyens. Le commerce devient peu à peu l'activité principale du PRP. Dans les années 1970, des marchés sont créés par les maquisards, où l'on échange aussi bien des produits de première nécessité que des armes et des uniformes directement fournis par les forces armées zaïroises elles-mêmes. Ce paradoxe, combattre Mobutu tout en commerçant avec son armée, contribue à une démobilisation progressive du mouvement. Beaucoup de sympathisants, tiraillés entre la promesse d'un futur révolutionnaire incertain et les bénéfices concrets du commerce, s'éloignent peu à peu de l'idéal initial. L'exploitation de l'or, notamment dans la région de Kituku, prend une importance croissante. Des accusations circulent contre Kabila. Il aurait voulu garder pour lui seul les revenus du maquis, interdisant même aux combattants de conserver la moindre poussière d'or dans leurs poches. Ces soupçons alimentent les divisions internes, sans qu'il soit toutefois possible d'affirmer qu'il ait mené une vie luxueuse. Au début des années 1980, Kabila élargit ses activités. Avec son ami Kazadi Niembwe, il s'implique dans divers trafics, du commerce de diamants au vol de cuivre et de cobalt. Déguisés en cadres de la Gécamine, ils auraient écoulé frauduleusement ces minerais via le port de Dar es Salaam, avec la complicité d'agents de l'ambassade du Zaïre en Tanzanie. Autant de petites affaires, souvent à durée de vie limitée, qui brouillent l'image du révolutionnaire intransigeant. Ces années d'éparpillement éloignent Kabila du terrain. Installé entre Kampala et Dar es Salaam, il apparaît rarement dans les maquis, laissant la gestion quotidienne du PRP aux responsables locaux. Certains militants ne l'ont même jamais vu. C'est dans ce contexte de semi-exil que Kabila reprend contact en 1995 avec Yoweri Museveni. Le président ougandais, probablement conseillé par Julius Nyerere, le met en relation avec Paul Kagame. Le 11 novembre 1995, selon un témoignage, Kabila, accompagné de son fils Joseph et de son compagnon Justin Molelwa, arrive à Kigali. Mais il ne vient pas en stratège reconnu. Il est sollicité comme l'un des nombreux chefs rebelles congolais, davantage pour son identité nationale que pour sa force militaire réelle. Les ennemis de notre peuple choisissent le moment où je suis terrassé par la maladie pour me poignarder dans le dos. La progression de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération fut fulgurante. Entre le 23 et le 25 octobre 1996, ses troupes prirent Kiliba, puis Uvira. À la fin du mois d'octobre, les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu étaient déjà sous contrôle rebelle. Comme en 1964, face au Simba, les soldats zaïrois abandonnèrent les positions sans combattre. Le 19 novembre 1996, le général Sébastien Elouki, chef d'état-major des forces armées zaïroises, le reconnut publiquement à Kisangani. Le gouvernement de Léon Kengo ne nous a pas donné les moyens conséquents pour faire la guerre. Sur le terrain, l'effondrement est total. Le colonel chargé de défendre Bukavu s'enfuit au premier coup de feu, à bord d'un véhicule volé à la Croix-Rouge et rempli de matériel audiovisuel. Après la chute de l'aéroport de Goma, le major Souka Dussarme appela Honoré Ngwanda pour dénoncer ses supérieurs. « Patron, nous voulons nous battre. Si nos chefs ne veulent pas se battre parce qu'ils ont peur de mourir et de laisser leur fortune, qu'ils nous envoient des munitions et des renforts. » Le journal Umoja dut constater avec amertume: chaque approche des troupes insurgées s'accompagne d'actes d'ignominie sans pareil. Honoré Ngwanda
ancien conseiller de Mobutu, décrivit le désastre militaire. Au front, c'était la débandade et la désolation. Les militaires manquèrent de tout. Nourriture, habillement, transport, équipement et munitions. Des mois durant, ils n'ont pas été payés, alors que le Premier ministre affirmait avoir débloqué leur salaire depuis des semaines. Le maréchal Mobutu ne savait plus à quel saint se vouer. À Kinshasa, la guerre se doublait d'une autre, celle du pouvoir. Les généraux réclamaient près de 100 millions de dollars pour équiper l'armée. Mais Kengo, méfiant, refusa, les accusant de vouloir détourner les fonds. Ngouanda se souvient avoir proposé à Mobutu la création d'un conseil national de crise pour contourner les généraux. Il fallait centraliser la gestion de la guerre. Mais Mobutu, affaibli, n'avait plus l'énergie d'autrefois. Les généraux, furieux, accusèrent Kengo de saboter l'armée et de comploter avec les Rwandais. Le général Eluki organisa une conférence de presse contre le gouvernement. Kengo répliqua en exigeant sa suspension et sa révocation, allant jusqu'à menacer de démissionner si on ne l'écoutait pas. Mobutu tenta de ménager les deux camps. Il suspendit Eluki, mais le remplaça par un autre général tout aussi influent, Baramoto. La crise s'envenima. Kengo affirma être menacé physiquement, tandis que les généraux multipliaient les accusations. Les ambassades occidentales furent alertées. Nul ne savait désormais où se jouait la véritable guerre, sur le front de l'Est ou dans les couloirs du pouvoir de Kinshasa. Le 4 novembre 1996, Mobutu arrive au Cap Martin pour poursuivre sa convalescence. Miné par la maladie mais refusant de l'admettre, il déclare devant les caméras « Je suis en bonne santé ». À ses proches, il se plaint de la trahison de ses anciens alliés. « Il profite de ma faiblesse pour me poignarder dans le dos ». Puis, d'un ton ferme, il annonce « Je rentre et je reprends les choses en main ». En coulisses, il multiplie les appels pour obtenir un soutien militaire. À Jacques Foccart, l'ancien Monsieur Afrique de l'Élysée, il confie son inquiétude. « Jacques, les Américains sont derrière Kabila. Ce grand pays francophone d'Afrique va nous échapper. Il n'y a pas un instant à perdre. Il faudrait que vous puissiez monter une opération en recourant au service action. 1 millier d'hommes suffirait à maîtriser les troupes de Kabila. » Foccart en réfère aussitôt à Jacques Chirac. Sollicite son Premier ministre, Alain Juppé, chef statutaire de la DGSE. Mais Juppé oppose un refus catégorique. L'armée française ne viendra pas sauver Mobutu. À Kinshasa, l'attente est immense. L'armée, la classe politique et même une population qui, quelques mois plus tôt encore, conspuait le maréchal, voit en lui le dernier recours. Lorsque Mobutu rentre, la capitale lui réserve un accueil triomphal. Des banderoles fleurissent dans les rues. « Bon retour au papa maréchal !» Merci à maman Bobby Ladawa pour avoir veillé avec affection au chevet de papa maréchal. Dans les quartiers populaires, on s'accroche à l'illusion d'un renversement de situation. Avec papa maréchal, l'armée va reprendre le dessus, murmurent les habitants, convaincus que le Zaïre retrouvera son honneur perdu. Même l'opposition dite radicale, qui avait fait de Mobutu son ennemi juré, se rallie à lui. Le 19 décembre, le maréchal démet le général Baramoto et confie l'état-major général à Maele Lieko Bokungu, réputé intègre et compétent. Dans le même temps, Kinshasa engage des mercenaires venus de Belgique, de France, mais aussi de Serbie, d'Ukraine, de Croatie, de Russie, de Pologne et d'Italie. Leur solde, 1 500 $ par mois pour un simple soldat, 3 500 pour un colonel. Le 2 janvier 1997, le général Likulia Bolongo annonce en grande pompe l'imminence d'une grande offensive destinée à reprendre l'Est. Le 20 janvier, le Premier ministre Kengo ordonne à l'armée de lancer la guerre. Le général Maele concentre les moyens militaires à Kisangani pour préparer la reconquête. Mais sur le terrain, la réalité rattrape vite les discours. Le 11 février, l'AFDL s'empare de Lubutu. Les réfugiés Hutus du gigantesque camp de Tingui-Tingui, paniqués, se replient vers Ubundu et Kisangani. Le lendemain, Isiro tombe. Le 6 mars, c'est Kindu qui est occupé. À Kinshasa, l'avance rebelle provoque des querelles sans fin. Le gouvernement accuse l'état-major accuse le gouvernement. Le 8 mars, le ministre des Finances publie un chiffre précis. Les dépenses globales de la guerre de l'Est s'élèvent à 76 453 705,54 $. Elles comprennent la dotation des phases, les équipements, les munitions, les affrètements d'avions, les véhicules et matériels roulants. Il faut que l'on puisse mettre un terme à la situation d'abord des Iraniens dans le camp politique des Zaïrois et naturellement que l'on mette fin à la souffrance de notre peuple par une transition pacifique du pouvoir. Et je pense que M. Mobutu lui-même sait ce départ est même nécessaire dans l'intérêt de son propre pays, qui est le mien. Et je ne vois pas qu'il ait un autre programme politique de reconstruction du pays. Et moi je pense qu'il en est conscient et que c'est de ça que nous voulons discuter à deux. Et on ira beaucoup plus loin.
plus vite. Je l'ai toujours dit qu'il fallait qu'il en parle directement et non par personne interposée et surtout pas par organismes internationaux interposés qui vont faire traîner des négociations à queue leu et que personne ne va bénéficier, sinon que le peuple en pâtirait une fois encore. S'il le demande poliment, je ne peux pas refuser de parler à un compatriote, vous allez voir. Mais être à Goma et dire je lui donne 3 jours, s'il ne répond pas, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas ma nature. Je peux pas. Dès les premiers succès sur le terrain, l'AFDL exigeait que Mobutu laisse tomber le pouvoir. Restait l'étape décisive, Kisangani, où le régime avait encore massé des forces. Le 11 mars 1997, lors d'un meeting en Swahili, rassemblant près de 10 000 personnes à Kindu, Laurent-Désiré Kabila posa la question à la foule. Devait-il poursuivre la guerre ou accepter un cessez-le-feu avec Mobutu ? La réponse fut nette, scandée par la foule. Apana, non. Encouragé, Kabila promit de s'emparer de Kisangani très prochainement. Le lendemain, le Premier ministre Léon Kengo affirmait devant la presse que Kisangani ne tomberait pas, que les phases se défendraient jusqu'au bout, et que des moyens matériels conséquents seraient déployés. Sur le terrain, pourtant, la réalité était tout autre. Dans la nuit du 14 au 15 mars 1997, les colonnes de l'AFDL encerclèrent Kisangani et s'emparèrent de l'aéroport de Bangboka, à 17 km de la ville. Aucune résistance d'envergure ne stoppa l'avance. Les mercenaires, croates, italiens et autres, prirent la fuite vers Guadolité, emportant avec eux les avions bombardiers, notamment des MiG-21. Le 15 mars, Kisangani était occupé. La chute se fit presque sans combat. Les autorités locales et certaines unités de la FAS avaient d'abord livré la ville au pillage, montrant la déliquescence du pouvoir central. Comme l'écrivit alors la référence plus, les soldats n'ont aucune envie de mourir pour un groupe de profiteurs qui alignent multiples épouses, villas somptueuses, comptes en banque bien garnis et parcs automobiles dignes de bourgeois. La FDL contrôlait désormais l'ensemble de l'Est, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, la province orientale et le district du Tanganyika au Katanga. La prise de Pweto, au Haut-Katanga, ouvrait la route vers Lubumbashi. L'entrée en guerre de l'Angola, aux côtés de la FDL, scella le sort du régime. Les grandes villes tombaient les unes après les autres. Mbuji-Mayi le 5 avril, Lubumbashi le 9 avril, où la FDL établit rapidement son quartier général. Dans ces bastions conquis, Kabila reçut sénateur et homme d'affaires, signa des accords et passa des contrats cédant l'exploitation de mines à des multinationales. Signe que la victoire était aussi l'ouverture d'une nouvelle ère économique. Ce sont des hommes d'affaires. Ils savent saisir le bon moment, c'est ça. Confronté à la débandade militaire et à l'effondrement des fronts, Mobutu réalisa qu'une contre-offensive foudroyante était impossible. Il tenta alors de négocier pour sauver ce qui pouvait l'être. À Ngwanda, il confia « Dis à Kabila que je suis disposé à discuter avec lui la mise sur pied d'une nouvelle structure provisoire pour une transition pacifique et sans exclusion. Il n'y aura pas de sujet tabou. Le gouvernement, la fusion des armées, mais la machine politique s'effondra rapidement. Le 24 mars, Léon Kengo remit sa démission. Le 2 avril, Mobutu nomma Étienne Tshisekedi chef du gouvernement. Tshisekedi, qui cherchait à composer un exécutif monocolore, excluant les mobutistes, affirma publiquement son attitude vis-à-vis de la rébellion et de Kabila. « Je suis sûr qu'en ce moment le camarade Kabila doit jubiler. » Il proposa 6 portefeuilles à l'AFDL, une tentative d'apaisement politique qui ne trouva pas d'écho. Kabila rejeta l'offre. Sa réponse fut sans ambiguïté. « Nous luttons contre ce régime. Mobutu doit quitter le pouvoir. » La trajectoire était tracée, l'armée s'était effondrée, les institutions se désagrégeaient. Et la volonté de Kabila, soutenue militairement par ses alliés régionaux, devenait irrésistible. Le régime de Mobutu, une fois perçu comme indéboulonnable, venait d'entrer dans sa phase terminale. Le 9 avril 1997, Mobutu écarte Étienne Tshisekedi et nomme le général Likulia Bolongo Premier ministre. Celui-ci forme un gouvernement dit de salut national, réunissant opposition radicale, opposition modérée et partisans du président. Mais l'heure n'est plus au compromis. Les négociations menées sous médiation internationale échouent et la guerre continue sa marche inexorable. Le 2 mai 1997 a lieu une rencontre historique à bord du navire sud-africain Outeniqua. Sous l'égide de Nelson Mandela, Mobutu et Laurent-Désiré Kabila se retrouvent face à face. Mais la rencontre vire à la farce. Kabila refuse de croiser le regard de Mobutu, persuadé que ce dernier pourrait l'envoûter. À l'époque, il était couramment affirmé que Mobutu consultait sorciers et marabouts avant toute décision importante. Mandela, témoin de cette méfiance, mesure l'impossibilité d'un accord.
Le 16 mai, Mobutu quitte Kinshasa pour Guadolité. Le communiqué officiel annonce qu'il a arrêté toute intervention dans les affaires de l'État. Son départ n'est pas sans danger. Selon le colonel Motoko, l'avion présidentiel échappa de justesse à une tentative d'attentat. Des missiles avaient été installés dans la ferme de Lokali sur la trajectoire de décollage. Le général Nzimbi et Seti comptaient mettre l'attentat sur le dos de Kabila, affirme Motoko. Prévenu, il ordonne au pilote de modifier sa trajectoire. L'avion décolle, mais Mobutu vient d'échapper à la mort. Après l'échec de ce complot, le général Nzimbi s'enfuit vers Brazzaville, tandis que le général Baramoto gagne l'Afrique du Sud. À Kinshasa, le général Likulia croit hériter du pouvoir, mais il est rapidement dépassé. Le général Maélé, chef d'état-major des phases, entre discrètement en contact avec Kabila et avec des chancelleries occidentales. Il conseille aux officiers de ne pas se battre. Des témoins affirmeront avoir entendu des conversations téléphoniques entre Maélé et Kabila, par liaison satellitaire en pleine guerre. Dans la nuit du 16 au 17 mai, alors qu'il tente de convaincre ses hommes d'éviter un bain de sang, Maélé est assassiné au camp Tchachi. Informé, Mobutu aurait exprimé un regret sincère. Mais il est trop tard. La bataille de Kinshasa n'aura pas lieu. Le 17 mai 1997, les premiers Kadogo de la FDL, ces enfants soldats enrôlés par Kabila, entrent dans Kinshasa. La population les acclame en criant « Libérateur !» Resté à Lubumbashi, Kabila proclame sa victoire et se déclare président. Le Zaïre n'existe plus. Il devient la République démocratique du Congo. Le lendemain, 18 mai, à Guadolité, la fuite s'organise dans la confusion. Selon le colonel Motoko, il dut littéralement forcer Mobutu et son épouse à monter dans une Mercedes. La voiture fonce jusqu'à l'aéroport et pénètre directement dans un cargo prêt à décoller, moteur tournant. Mais déjà, les premiers éléments de la DSP, restés fidèles, ouvrent le feu. L'avion s'élance, criblé de balles. Arrivé à Lomé, on comptera 6 impacts sur la carlingue. Mobutu venait d'être renversé par la force des armes. Lui qui avait promis « On ne dira jamais de moi ». Voilà l'ancien président du Zaïre. Venait de quitter définitivement sa ville de Guadolité, son palais et le pays qu'il avait façonné à son image. Après 5 jours d'attente à Lomé, les capitales européennes lui ferment leurs portes. Le 23 mai, il atterrit finalement à Rabat, au Maroc. Là, il s'éteint le 7 septembre 1997, épuisé, malade et terriblement diminué. À sa mort, il ne pesait plus que 40 kilos. L'homme qui avait incarné l'État zaïrois pendant plus de 3 décennies mourait en exil, loin de son peuple et de son pouvoir. Le long règne du maréchal Mobutu Sese Seko tenait en grande partie à la loyauté de sa garde personnelle, la division spéciale présidentielle, la DSP. Véritable milice tribalisée, elle avait pour mission exclusive la protection du chef de l'État, de sa famille et de ses biens. Mais cette fidélité affichée n'allait pas survivre à la chute du régime. Dès 1996, lorsque la rébellion éclate à l'Est, les soldats de la DSP basés à Goma refusent d'aller au combat. Leur rôle, affirme-t-il, se limite à défendre Mobutu et ses proches. Leur priorité, protéger Guadolité, la ville natale du président, véritable sanctuaire où résidait sa famille. Un détachement y était cantonné en permanence. Mais derrière le prestige apparent, la réalité était moins reluisante. Un témoin raconte « C'était encore pire pour eux que pour les soldats ailleurs dans le pays. Ils ne pouvaient pas piller. Car si par malheur ils tombaient sur la famille de Mobutu, ça bardait. Chaque fois qu'ailleurs dans le pays des soldats pillaient, ils disaient « Patience, notre heure viendra ». Le quotidien des gardes était marqué par la pauvreté, malgré la proximité des fastes du régime. Certains vivaient dans des cases derrière le palais, leurs femmes cultivant du maïs pour nourrir la famille. Pendant ce temps, ils assistaient aux excès et aux privilèges de la cour présidentielle. Cette frustration se transformait peu à peu en colère. Lorsque la fuite de Mobutu est confirmée en mai 1997, la DSP, livrée à elle-même et convaincue d'être condamnée par la FDL, laisse éclater sa rage. La garde présidentielle se retourne contre celui qu'elle avait juré de protéger. En 4 jours, Guadolité est ravagée. Les soldats DSP pillent sans retenue les résidences de Mobutu et de ses proches, mais aussi celles des barons du régime. Les tombes de la famille sont profanées. Un observateur résume la scène. 4 jours de pillage ont suffi pour faire de Guadolité une ville fantôme. Les luxueuses villas le long du boulevard Mobutu, où les dignitaires séjournaient, sont abandonnées. Le contenu de leur maison est dispersé parmi les cases dans un large périmètre. Mais la vengeance ne s'arrête pas aux biens du clan présidentiel. L'hôpital, les maisons des habitants, la bibliothèque de l'Alliance franco-zaïroise et même le tabernacle de la paroisse Saint-Joseph sont mis à sac. Des violences inouïes s'abattent sur les civils. Des enfants sont violés, des familles brisées. Guadolité, symbole du pouvoir de Mobutu, devient en quelques jours une cité fantôme, vidée de son faste, plongée dans le chaos et la désolation. Comment voulez-vous qu'un de vos confrères puisse prouver que je dispose d'un compte à Lausanne? Je n'ai pas de compte à Lausanne, mais plus
J'ai 2 comptes à Genève, mais je n'ai pas un seul compte à Lausanne. Mais j'ai toute la collection. Noir sur blanc, chaque année, il transfère autant de millions, autant de soucis. Comment peut-il le prouver? Mais on n'est pas là pour ça. Moi, je sais prouver qu'il a volé l'État, mais votre compatriote ne sait pas prouver que moi, j'ai volé l'État. Voilà toute la différence. Parce que chaque année, vous savez, devant un tribunal, mon avocat peut dire, écoutez, monsieur le journaliste, chaque année, voilà, budget 73, voici ce qui est mis à la disposition de Mobutu. Donc, officiellement, et c'est voté par l'Assemblée nationale. Je dis officiellement, et c'est voté sous forme de loi promulguée par moi. Et je ne touche qu'à ça. Avec ce montant, je peux payer n'importe quel voyage, affréter n'importe quel avion, même acheter une villa à Savigny, avec ce qui m'est à lui. Voilà comment le chef de l'État dispose de ces fonds. Je peux, avec ce fonds, m'acheter une villa à Savigny, puisque c'est voté par l'Assemblée nationale et promulgué sous forme de loi. Voilà toute la vérité. Ne croyez-vous pas, Monsieur le Président, que dans l'avenir, les Belges seraient très fiers si le Zaïre devenait le premier pays de l'Afrique? Ah non, il ne faut pas dire dans l'avenir, tout de suite. Maintenant, au moment où nous parlons, il faut que notre réussite, notre succès puisse être un motif de fierté pour nos amis belges. Il ne faut pas que, parce qu'on n'a pas réussi avant l'indépendance à construire Inga, Mobutu le fait, bon, il faut bouder. Ah non, il faut plutôt s'en féliciter. Dire, voilà, un ami, nous l'avons colonisé, mais maintenant, ça peut être un motif de fierté. Que toutes nos réalisations, dont quelques-unes sont spectaculaires, je parle ici d'Inga, je parle ici de Maluku, de la Sylvie, tout ça, que ce soit vraiment un motif de fierté en disant, voilà, nos amis en Afrique, au cœur de l'Afrique, sont devenus une puissance économique. Joseph Désiré Mobutu arrive au pouvoir le 24 novembre 1965. Le pays sort alors meurtri des sécessions et des rébellions qui l'ont agité depuis l'indépendance. Le Congo venait de retrouver ses frontières héritées de la colonisation. Son premier objectif est clair, consolider l'unité nationale. Pendant 32 ans, ce sera son plus grand argument de légitimité. Durant les 5 premières années, Mobutu cherche à se donner une image de chef intègre. Il refuse de percevoir son salaire de président, se contentant de sa rémunération de lieutenant général de l'armée. Je ne vais pas toucher un seul centime comme président de la République. C'est mon traitement de lieutenant général de l'armée nationale que je continuerai à percevoir. Sous sa direction, l'économie est redressée, de grands travaux lancés, et le Zaïre affiche un visage de prospérité. Les réalisations sont impressionnantes. La cité de l'Oie, la cité de la voie du Zaïre, la sidérurgie de Maluku, la route nationale Kinshasa-Kikwit, les aéroports internationaux de Goma, Kisangani et Bukavu, le palais du peuple, le stade des martyrs, le pont maréchal de Matadi, les barrages d'Inga et la ligne haute tension Inga-Shaba. À cela s'ajoute la foire internationale de Kinshasa, des usines comme la Sotexki, des infrastructures modernes et des palais présidentiels fastueux. C'est aussi sous son règne que les Léopards remportent 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, en 1968 et 1974. À l'international, Mobutu devient un partenaire recherché. En mars 1971, en visite officielle à Paris, le président français Georges Pompidou le salue en ces termes. En la personne du chef de la République démocratique du Congo, nous n'accueillons pas seulement un jeune chef d'État dynamique et déjà très connu de nous, comme son pays, par les liens amicaux qui l'unissent à la France. C'est aussi quelqu'un pour qui nous avons une grande estime et une grande amitié. Parce que le monde entier sait que, grâce à votre sagesse, Monsieur le Président, et à votre ténacité, vous avez rendu à votre pays sa stabilité interne. Vous avez fortifié son unité. Vous avez refait sa prospérité économique et financière. Et vous lui avez rendu sa place parmi les nations et, en premier lieu, parmi les États africains. Mais derrière les fastes et les succès se cachent des failles profondes. Le projet de zaïrianisation, censé créer une classe moyenne nationale capable de porter l'économie, tourne au fiasco. La corruption gangrène l'État et détourne les plans économiques. Le règne de Mobutu peut se lire en 3 grandes séquences. 1967-1974, l'âge d'or, marqué par le redressement économique, les grands travaux et la prospérité apparente. 1975-1989, la descente progressive, une période de crise économique, de mauvaise gestion, où la corruption bloque tout redressement réel.
1990-1997. Le chaos, la transition démocratique avortée, minée par les luttes politiciennes et le pillage du pays, ouvrant la voie à la guerre de conquête et d'occupation qui plongea le Congo dans une crise chronique. Si Mobutu a consolidé l'unité nationale et laissé des infrastructures emblématiques, son héritage reste terni par la faillite d'un État, l'effondrement économique et l'ouverture d'une ère de conflit dont les conséquences continuent encore aujourd'hui, avec des millions de morts et de déplacés à l'est du pays. Sur le plan de l'industrialisation, c'est bien la sidérurgie de Maluku, c'est bien le pont que nous allons jeter sur le fleuve Zaïre à Matadi. Tout ça, c'est bien, ça va aider le pays sur le plan économique et social, mais l'essentiel a été et reste pour moi la prise de conscience nationale. Cet orgueil national qu'on trouve chez n'importe qui parmi mes concitoyens, c'est ça qui compte pour moi. 1. La prise du pouvoir d'État par l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, sous la direction de son président, M. Laurent Désiré Kabila. L'Alliance assumant désormais l'autorité de transition. 2. Le président de l'AFDEL, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo.